Bon, bah Céloine, bonjour. Salut Ludo. Merci de m'accorder cette interview. Et du coup, je te laisse te présenter. Ouais, je suis acrobate aérien. Je fais surtout du travail en duo. Ok. Sur à peu près tous les agrès, trapèze, tissu, cerceau. Puis je travaille aussi en solo pas mal. Avant ça, je travaillais dans l'animation socioculturelle. D'accord. Avec le jeune public, enfin les publics de tout âge en fait. Et aussi spécifiquement auprès des publics en difficulté. Okay. Donc tout ce qui est handicap et délinquance. Et c'est une activité pédagogique que je continue de garder un petit peu en parallèle de ma carrière artistique. Ok. Mais qui reste secondaire maintenant. Ça fait 15 ans que je monte sur un trapèze dans le cadre de mon travail et 8 ans que je suis intermittent du spectacle. Ou 7 ans peut-être. Et alors, il y a quelqu'un que tu nous as pas présenté. Ouais, lui c'est Ken. Alors c'est qui du coup? Bah Ken c'est mon nounours de cirque. Ok. Avec qui je fais un duo de trapèze. D'accord. Que je suis justement en train de répéter en ce moment pour le mois de décembre. Ok. Parce que c'est très adapté à Noël. Et voilà, c'est un partenaire qui est particulièrement souple, pas trop lourd, ok, toujours disponible. Ok. Donc c'est très agréable de bosser avec lui. D'accord. Et tu bosses quand avec lui du coup, en décembre? Ouais, et là j'ai pas mal de week-ends de décembre dans des marchés de Noël ou des centres commerciaux où du coup Ken va se présenter avec moi sur le trapèze. Très bien. Comment on passe tu m'as dit de s'occuper d'enfants avec des handicaps ou autres à pro circassien? Dans mon cas, parce que c'est pas forcément la même histoire pour tout le monde, mais dans mon cas, j'utilisais déjà les arts du cirque comme un outil pédagogique dans le cadre de mon premier travail, puisque c'est quelque chose qui est hyper complet avec la collaboration, l'expression artistique, le travail du corps, l'ouverture à d'autres arts comme la musique ou la danse ou le théâtre. Cet outil, je le manipulais du coup dans un cadre initiatique en tant qu'animateur socioculturel tout public, particulièrement avec le handicap. D'accord. C'était spécialement riche en apports pédagogiques. Et du coup, un jour, je me suis dit, ah tiens, mais en fait, ça serait cool aussi d'être artiste de cirque et pas juste de l'utiliser avec un public dans ce contexte-là. Ok. Et du coup, ça a pris quelques années parce que les histoires personnelles faisaient que j'étais pas forcément à Paris. Et qu'il faut se former, mais du coup je l'ai fait et ça a marché. Alors pour ma curiosité personnelle, quels effets tu vois à travers les exercices pédagogiques que tu vas faire avec des personnes, des enfants handicapés, quels effets tu vois tu sais, par rapport à leur motricité ou genre je sais pas quel type de handicap ils ont, ceux avec qui tu... Ça dépend, il y en a plusieurs. Les effets, ils sont pas immédiats. C'est vrai que déjà, c'est pas parce qu'on utilise un outil que tout de suite il va y avoir une révolution dans les compétences, les capacités ou le comportement d'un individu. Mais récemment, j'ai fait un remplacement en cirque adapté. Cirque adapté, c'est donc le cirque spécialisé auprès des publics en difficulté. J'ai fait un remplacement auprès de ce public-là. C'était dans une structure qui est pas très loin que j'aime beaucoup. Et ils ont dans leur lieu des grands podiums qui sont en très grande hauteur, qui prennent beaucoup de place d'ailleurs. J'étais face à quatre personnes, donc du coup, qui étaient porteuses de handicap assez lourds, assez sévères en termes de motricité, et du coup, on a utilisé ces podiums pour monter dessus. Mais j'ai estimé que l'ascension, c'était déjà un exercice physique qu'on pourrait faire, qui pourrait être proposé par un psychomotricien, mais qui du coup, dans le cadre du cirque, avec ce public-là, a déjà du sens. Et ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en fait, les éducateurs eux-mêmes, qui connaissent donc ce public de manière très approfondie, puisqu'ils travaillent avec eux tout le temps, et en fait, ils étaient hyper surpris de voir que cette personne-là, finalement, avec l'assistance autour, réussit à grimper tout là-haut contre toute attente. Et donc du coup, on peut voir un dépassement de l'individu dans ce qu'il envisageait, dans ce qu'il pouvait s'envisager de faire ou pas, mais aussi un dépassement de son contexte à l'individu. Puisqu'en fait, la façon dont il est perçu. Et oui, je pense à une jeune fille notamment, dont je me rappelle plus le prénom, mais de toute façon je le dirai pas, mais qui est montée, et en fait, elle était contente
d'avoir atteint cet objectif technique, physique, sensoriel, il se met tellement de trucs dedans. Mais ce qui était hyper intéressant, c'était de voir aussi le regard des personnes autour d'elle, qui du coup la voyaient réussir à faire ça, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Après, ça peut aussi être des choses beaucoup moins spontanées, beaucoup plus écrites, où du coup, en connaissance du public, de ses problématiques particulières et de ses besoins spécifiques, on va faire un choix d'activité parce qu'on va essayer de travailler à tel objectif ou à telle compétence. Par exemple, que ce soit avec le handicap ou des publics plus ordinaires, quand je ne connais pas le groupe, c'est-à-dire soit parce que c'est un stage, soit parce que c'est un début d'année scolaire, soit parce que je suis en situation de remplacement, j'ai tendance à commencer mes séances par les portées acrobatiques. Parce que les portées acrobatiques, ça oblige chaque individu à trouver et prendre une place dans le groupe. Selon mon gabarit, je vais être porteur, je vais être voltigeur. Moi, j'ai pas trop envie de toucher les autres, je vais plutôt me mettre à la parade, parce que c'est un rôle aussi. Et du coup, je trouve ça intéressant de commencer par ça, parce que, en fait, là encore, quand les personnes dans un groupe ne se connaissent pas, peut-être que c'est pas mal de commencer les choses en apprenant à se connaître. Mais c'est intéressant aussi, par exemple, selon les tranches d'âge. Ils vont pas du tout réagir de la même manière selon le moment de leur développement où ils en sont par rapport au sexe opposé, par exemple. On a tous subi un confinement qui a généré différentes émotions, différentes réactions. Je voulais savoir comment... Alors déjà, est-ce que toi tu te souviens quand est-ce qu'on annonce plus ou moins, et qu'est-ce que tu faisais, à quelle étape tu étais dans ta vie quand on nous a annoncé que on allait être confiné? Je me souviens très très bien, ce soir-là, je travaillais en remplacement dans un cirque juste à côté, le cirque électrique. Et du coup, j'ai fait la dernière forcée, puisque dès le lendemain, les spectacles et les rassemblements ont été interdits pour ensuite qu'on soit confiné le lundi, si je me rappelle bien. Enfin, on savait quand même très bien qu'on allait être confiné à un moment. Donc, je l'ai pris, comment je l'ai pris je crois que j'avais des vacances qui ont été annulées, donc je me suis dit merde. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, si tout le monde est en train de mourir en réa ou ailleurs, c'est qu'il faut se confiner. Je l'ai pas spécialement mal pris, en tout cas pas plus que quelqu'un d'autre. Et il faut reconnaître que ce confinement-là, le premier, était le même pour tout le monde. Donc du coup, je pense que je l'ai pris comme tout le monde. Alors, donc comme tu précises ce confinement-là, ça sous-entend, j'imagine, qu'il y en a d'autres que tu as moins bien pris. Le deuxième confinement, je m'en rappelle aussi très bien. On nous avait annoncé du coup ce deuxième confinement après un pic, une vague, je sais pas comment on appelle ça. Il y avait vraiment une espèce de sélection on n'a pas toujours potentiellement abusive, mal communiquée, mal choisie, j'en sais rien. Ça, après, je suis pas politique, mais en tout cas, à titre individuel, c'était assez compliqué de voir beaucoup de gens aller travailler, pouvoir travailler, alors que les artistes et le monde de la culture en général étaient non essentiels. Mais en fait, finalement, c'était même pas tant à titre individuel, c'est-à-dire que moi, à la limite, intermittent du spectacle, année blanche, alors oui, il y a eu des pertes financières, bien sûr, parce qu'on gagne beaucoup moins d'argent quand on travaille pas, même intermittent du spectacle, que quand on travaille. Et puis surtout qu'au-delà de l'argent, du coup, le réseau ne s'entretient pas, les contacts se perdent, la condition physique aussi, malgré le maintien des compétences, qu'on a quand même pu... Ce que tu appelles le maintien des compétences? C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, pas pour le premier, mais dès le deuxième confinement, on avait quand même accès au gymnase et aux équipements pour pouvoir nous entraîner afin de maintenir nos compétences pendant cette durée. Sous forme de dérogation, là, c'est ça? Alors, ça c'était pour la circulation, mais il y avait vraiment aussi, dans le cadre, par exemple, dans les gymnases municipaux, on était les seuls à avoir accès aux équipements pour pouvoir nous entraîner. Parce que c'était notre métier, et que si on s'entraînait pas, au bout de 6 mois, en fait,
Enfin, si je passe 6 mois sans m'entraîner, je peux plus faire mon numéro de travail, c'est évident. Ouais. Ou si je le fais, je mets en danger ma vie ou celle de mes partenaires. Donc, il y avait une logique quand même. Et donc oui, après ce deuxième confinement, il était beaucoup moins évident. Oui. C'est-à-dire que de pouvoir aller chez le coiffeur ou dans des commerces acheter des jeux vidéo, mais de pas pouvoir aller au spectacle, c'était un petit peu difficile à comprendre. C'est plus ce que ça reflète de notre société qui m'a créé des inquiétudes. C'est-à-dire du coup je me suis dit, j'ai réalisé que finalement on vivait dans une société avec une exception culturelle française, c'est quand même un terme qu'on a déjà entendu, et une qualité dont on se targue quelque part, ou tout du moins dont notre gouvernement se targue ou s'est targué. Je sais pas si c'est encore le cas. Et en fait de voir que finalement la culture était perçue comme non essentielle, en tout cas toute la culture qui passait pas au travers d'un écran. Moi ça m'a un peu inquiété, mais pas pour mon emploi ou ma situation, c'est pas le problème, mais plus pour ah ouais non mais en fait moi je suis pas du tout en accord avec le fait de dire qu'un écran pourra remplacer la culture, et surtout à ce moment-là où on était quand même dans un état psychologique collectif où justement pour moi la culture était peut-être le levier essentiel à activer pour permettre à tout un chacun, hein, pas qu'aux artistes, à tout un chacun de vivre plutôt que de survivre. Peut-être que de dire non prioritaire déjà, ça aurait été un petit peu en termes de com. Pourtant ce gouvernement, s'ils ont bien une bonne qualité, c'est quand même leur com. Mais voilà, je sais pas. Après c'est peut-être juste des questions de mots, juste des questions de forme, je sais pas. Et est-ce que le gouvernement de l'époque a eu raison ou non de stopper toute la culture? Encore aujourd'hui, je ne saurais le dire. Par contre, toi, du coup, pendant toute cette période-là, comment t'as vécu le fait de plus être sur scène? Alors, le premier confinement, celui qui était le même pour tout le monde, je l'ai vécu très bien. Donc déjà, je pense que j'ai pas vécu... Le privilège que j'ai eu, c'est de pas du tout avoir été dans une solitude absolue. J'ai des potes qui étaient confinés seuls. Et là, j'aurais pété un plomb, quoi. Mais là, on était 3, on cuisinait à 3, on faisait des jeux de société, on faisait des petites activités manuelles, et tout, ça allait. C'était bien entouré. C'était presque une expérience personnelle, humaine et philosophique qui n'était pas dénuée d'intérêt en soi. Voilà. Après, les confinements suivants, j'ai tenu le choix que grâce aux possibilités de reprendre l'entraînement. C'est-à-dire que du coup le deuxième confinement, autant il y avait ces questionnements dont on vient d'évoquer, mais du coup par contre clairement je pouvais aller m'entraîner. Est-ce que tu t'es dit, même quand ça a repris, est-ce que tu avais de l'énergie déjà quand finalement vous avez pu à nouveau retravailler? Est-ce que tu as eu des castings à passer? Comment ça s'est passé la remise en route? Globalement c'est reparti quand même plutôt fort, et du coup moi j'avais de l'énergie. J'étais heureux, quoi. J'étais heureux de pouvoir reprendre mon métier, ma passion, retrouver mes partenaires en entraînement, retrouver une liberté aussi de circulation, parce que notre métier c'est aussi ça, c'est aussi circuler, voyager pour travailler, donc de reprendre ma vie, quoi. Qu'est-ce qui te passionne dans le métier? Qu'est-ce qui fait que ce métier-là, t'as décidé d'en vivre concrètement? Ah, c'est une bonne question. Ce métier-là, pourquoi ce métier-là? En fait, c'est pas la même réponse maintenant qu'il y a 20 ans. Enfin, qu'il y a 10 ans quand j'avais 20 ans, qu'il y a 16 ans quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, ce que j'ai de plus précieux, c'est ma liberté. D'accord. C'est ma liberté de rythme, l'absence de routine, le fait que je travaille pas tout le temps avec les mêmes personnes, ni au même endroit, ni pour faire les mêmes numéros, ni même dans les mêmes dimensions. Des fois je suis en aérien, des fois je fais de la déambulation, enfin, il y a ce truc comme ça où ça change tout le temps, on s'adapte tout le temps. Et puis la pluralité aussi du métier, parce qu'en fait le métier c'est pas juste de monter sur mon trapèze et de faire un numéro, c'est aussi de préparer mon costume, d'écouter, de choisir de la musique, de faire de la com sur ce que je fais, de trouver des partenaires pour bosser en duo parce que c'est ce que je préfère. Après, il y a peut-être un peu d'ego aussi. Je pense que si on est artiste, c'est qu'on a envie de se montrer à un moment. Et donc, faut pas être hypocrite pour avoir envie de se montrer, faut avoir un peu d'ego. Et tu disais,
les raisons qui t'habitent maintenant, c'est pas les mêmes raisons que t'avais quand t'as débuté, du coup. Bah, peut-être pas tout à fait, ouais. Bah, j'étais pas conscient des mêmes choses. Quand j'ai décidé de passer vraiment du côté artiste, à 20 ans, alors ça a pris quelques années, puis en plus entre temps il se trouve que j'ai créé une école de cirque qui a marché bien plus que ce que je pensais, et bah, ça m'a quand même pris 4 ans. Mais ouais, quand j'avais 20 ans, à l'époque je me rendais pas compte, déjà j'avais aucune idée de ce que c'était l'intermittence du spectacle. Quand je commençais à peine à me rendre compte que oui, le spectacle il faut le faire, mais il faut aussi l'écrire, le préparer, le répéter, trouver des costumes. Et puis surtout, ensuite, il faut trouver des endroits où tu vas aller faire le spectacle, ce qui est en fait le gros de notre métier. Je passe au moins autant de temps à chercher des potentiels employeurs ou clients ou téléphoner et échanger avec eux pour négocier, puis m'organiser, puis gérer le truc. Je pense que je passe presque plus de temps factuellement en temporalité que en salle d'entraînement. J'ai jamais travaillé par exemple dans des productions comme à Disney, où là t'es vraiment sur une chorégraphie qui t'est enseignée par un coach. Ton bras tu le mets là, tu le mets pas là à ce moment-là. Tu vois, et c'est sur tel moment musical, pas sur l'accent d'après. Et donc et c'est là d'ailleurs que pour ce genre de travail, les artistes qui ont une formation de danseur, je pense, sont particulièrement efficients sur ce genre de contrat parce qu'ils ont l'habitude, c'est le principe de la danse. Moi qui viens pas qui n'ai pas de bagage spécialement en danse et qui vient pas forcément de ce milieu-là, je saurais le faire, mais ça me demanderait probablement un petit peu plus de travail. Il y a aussi des trucs qu'il faut accepter aussi de laisser de côté à un moment, parce que ou alors de vraiment faire une préparation physique d'autant plus approfondie parce que notre corps il change aussi, il vieillit. Et il est usé aussi. C'est-à-dire que, en fait, il y a aussi le fait que, si ça fait 15 ans que t'es artiste de cirque, 15 ans que tu fais du cirque, régulièrement, tout le temps, il y a un moment, ton corps, il s'use. Donc, du coup, ta machine, si tu veux qu'elle dure encore longtemps, en fait, tu vas l'entretenir, et puis, si tu vas la préserver un peu. Mais si on est face à des gens, comme il y en a dans le monde du spectacle, comme dans tous les métiers, encore une fois, qui font comme ça depuis 30 ans et qui de toute façon n'ont jamais rien changé, partons tout de suite. Tu vois, parce qu'en fait, quand on est suspendu là-haut à 8 mètres de haut, c'est notre putain de life qui est en jeu, quoi. Et il vaut mieux même arrêter sa carrière qu'arrêter sa vie. On est suspendu à un tissu à potentiellement 10-12 mètres de haut. Oui, on est en danger, bien sûr. Est-ce que tu y penses quand t'es là-haut? Non. J'y ai pensé récemment. J'y ai pensé récemment sur un contrat extérieur avec Anaïs. Dans des conditions très particulières, à 1m50 d'une façade, en extérieur, avec du vent, il faisait très très froid, c'était la vague de froid d'automne que personne n'avait vu venir, où on avait des températures en fait hivernales. On avait fort répété sur nos chorégraphies, mais pas beaucoup dans les conditions réelles. Il était très haut. Et on était très haut, les accroches étaient à presque 15 mètres, un petit peu en dessous de 15 mètres quand même, mais presque 15 mètres. Donc nous, on était au plus haut, on était à 12 mètres, quoi, un truc comme ça. Et là, effectivement, j'ai eu ce moment, je l'ai pas à chaque fois, mais là, je l'ai eu, ce moment, à un moment de me dire, t'as en dessous de toi, t'as une barre, une rampe, t'es sur l'extérieur, du coup, comme il fait très froid, tu te tétanises beaucoup plus. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, et d'ailleurs, il y a une figure que j'ai changée, où d'habitude je pars à un bras et tu dis là on va aller. J'ai mis le deuxième bras, et puis pareil la descente, je crois que j'aurais dû la renverser, puis finalement je l'ai pas renversée parce que la force l'énergie et la force qui me restait disponible à ce moment-là aurait peut-être été suffisante, mais là encore face à un enjeu si grand, je vais pas le tenter.